Voilà, bon, bien, bonsoir à tous. Je suis heureux de prendre la parole devant vous. Le président a omis de mentionner que j'étais aussi membre de Bonaparte à Valence, hein, quand même. Bon, blague à part, le sujet, donc je suis heureux d'apporter un petit peu d'eau salée à Valence. Mon sujet, plus exactement, c'est la marine et les marins de l'empereur. J'ai intitulé ma conférence parce qu'en tant qu'historien amateur, je me suis surtout intéressé aux marins. D'ailleurs, la bibliographie qui a été citée montre que je m'intéresse beaucoup aux hommes, et désormais aux femmes d'ailleurs, qui servent dans la marine nationale, qui ont servi dans la marine impériale. Et donc, je m'intéresse surtout aux marins, aux hommes. Je vais les replacer dans le contexte opérationnel de l'époque. C'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste des batailles navales, mais bien sûr, j'en connais la chronologie générale. Au départ, Aboukir. Sévère défaite, 1er et 2 août 1798. La marine s'est fait surprendre par la Royal Navy au mouillage, imaginant que cette dernière ne pourrait se faufiler entre la ligne de ses bâtiments au mouillage et la côte. Ce qui s'est avéré erroné. La marine française disposait alors de 49 vaisseaux et de 54 frégates. Pas sur place, mais en tout. Pour mémoire, la marine royale disposait, donc en 1789, de 49 vaisseaux, de 73 vaisseaux, pardon, et de 63 frégates. Au début de la Révolution, ce qui montre qu'au cours de la Révolution, on a perdu déjà énormément de bâtiments. Après Aboukir, la Royal Navy disposait quant à elle de 130 vaisseaux et 40 frégates. Donc déjà, vous voyez, une supériorité difficile à contrer, où il eût fallu construire énormément de bâtiments, et surtout, vous allez le voir, disposer d'équipages nombreux pour les armées, évidemment. Donc la Royal Navy était en situation de suprématie. Alors la marine française connut une petite victoire navale, c'était le 6 juillet 1801 en baie d'Algésiras, près de Gibraltar. Mais celle-ci ne concerna qu'une poignée de vaisseaux français sous les ordres du contre-amiral Linois. Bon, je la mentionne parce que c'est vrai que des victoires d'escadre ou des victoires de division navale, c'est-à-dire de plusieurs bâtiments réunis, au cours de l'Empire, il n'y en a pas tant que ça, donc Algésiras en est une. Cependant, à cette époque-là, tous les bâtiments français étaient majoritairement bloqués dans les ports, parce que les Anglais entretenaient des croisières devant les ports pour empêcher la sortie des bâtiments français. La marine manquait de tout à l'époque, des ressources financières, des ressources humaines, des avitaillements nécessaires à la construction des bâtiments et à leur fonctionnement. Au plan du personnel, à titre d'exemple, au début du consulat, il manquait 8000 marins à l'escadre de Brest. Ça veut dire qu'il manquait grosso modo 30 à 40% de l'effectif des équipages nécessaires à la sortie de l'escadre du Goulet de Brest. La France était en déficit de gens de mer expérimentés, notamment du fait du nombre de marins faits prisonniers par les Anglais pendant la Révolution. Plus de 30 000 en 1798 étaient détenus par les Anglais sur les pontons. Et puis il y avait des désertions aussi qui étaient très fréquentes. Et pourquoi ? Parce que l'État ne faisait pas face à ses obligations et ne payait pas les marins. Donc il y en avait beaucoup qui désertaient également. Alors, le recrutement des marins à l'époque, il reposait sur le système de l'inscription maritime. L'inscription maritime, c'est un système qui a été inventé par Colbert. Il existait donc depuis 1666. Cette inscription, elle permettait à la marine de disposer des effectifs nécessaires en temps de paix comme en temps de guerre, quand elle construisait et armait davantage de bâtiments, ce qui requérait donc plus de bâtiments et d'ouvriers. En échange, pour vous expliquer de quoi il s'agissait, en échange d'un fichage permanent donc de ces professionnels de la mer et d'un service au sein de la marine, alors consécutif à une levée périodique ou exceptionnelle, notamment en cas de guerre, les inscrits maritimes, qu'ils soient navigants ou non navigants, puisqu'il y avait aussi les ouvriers des arsenaux, bénéficiaient davantage une gratuité des soins pour eux et leurs familles, une pension à 60 ans,
c'est la première pension de l'État, et le soutien d'une caisse d'invalidité en cas de besoin. Ces maigres avantages, tout théoriques cependant, car l'État peinait de manière chronique à honorer ses engagements financiers, notamment les payes, conduisirent de tout temps certains marins à tenter de se soustraire à leurs obligations, soit en obtenant un déclassement. Dans ces conditions, l'intéressé renonçait à exercer une profession maritime et renonçait donc au système de protection qui était mis en place par l'État, soit en temps de guerre en basculant dans la clandestinité, donc en désertant. L'obligation du service au titre de l'inscription s'étendait de 18 à 60 ans. Ce qui veut dire que ces marins étaient rappelables en cas de conflit. Au cours de l'Empire, l'inscription maritime serait complétée par la conscription. Alors la conscription, elle a d'abord été appliquée, donc elle a été amenée par la loi Jourdan-Delbrel du 5 septembre 1798, elle a d'abord été appliquée à l'armée, et puis progressivement, elle a été appliquée à la marine et d'abord aux constructions navales, donc en 1803, car on manquait d'ouvriers. Ensuite, la conscription toucha aussi des terriens, que la marine dut transformer en marins à partir de 1808. Alors, contrairement à ce qui était pratiqué en Angleterre par la Royal Navy, la marine française n'a jamais appliqué le système de la presse. La presse, en Angleterre, ça consistait à envoyer des sergents recruteurs recruter, plus exactement imposer à tous ceux qui étaient dans les tavernes, des ports, etc., on leur imposait le service. Ils n'avaient rien à dire, c'était manu militari. Donc ça n'a jamais été envisagé au sein de notre marine. Alors, comme vous n'êtes pas tous familiers avec ces notions, je voudrais vous rappeler ce que c'est qu'un vaisseau et une frégate. Alors, vous avez sur ce tableau une classification qui s'applique à la fin de l'Ancien Régime. Donc, on distinguait des vaisseaux de plusieurs rangs, puis des frégates. Et ces rangs dépendaient de l'armement des frégates et donc des vaisseaux, et donc de leur taille, bien évidemment. Certains étaient à 3 ponts, ce qui veut dire qu'on pouvait avoir 3 rangées de canons, et d'autres n'en avaient que 2, donc 2 rangées seulement, donc moins de canons. Vous voyez que sous l'Empire, il faut être conscient du fait qu'un bateau de 120 canons, ça ne faisait que 67 mètres de long. Et on y mettait un équipage de 1068 hommes. Vous imaginez la promiscuité dans un vaisseau de 120 canons. Bon, les vaisseaux les plus courants sous l'Empire, alors il y avait quelques 3 ponts à 120 ou 110 canons, donc avec plus de 1000 personnes à bord. Et les vaisseaux les plus courants étaient de 74 canons, qui mesuraient ces vaisseaux 59 mètres et ils embarquaient 671 hommes d'équipage. Donc ça c'est pour vous dire un petit peu comment ça se passait. Voilà, vous avez là la coupe d'un vaisseau de 74 canons. Et bien dans ces différents ponts, dans ces différentes batteries, on réussissait à nicher 671 hommes d'équipage. 59 mètres de long. Alors, en dépit des difficultés, le premier consul entreprit de manière très directive la construction de la marine après Aboukir, la reconstruction. Il s'impliqua par ailleurs personnellement dans la conduite des opérations. Et c'est un petit peu ce qu'on peut lui reprocher. Vous allez voir pourquoi. Imaginant que les mouvements stratégiques des escadres, l'organisation de leur campagne, tout cela pouvait recevoir la même application que les mouvements des corps d'armée à terre. Or, les choses de la mer sont totalement différentes. L'empereur se plaignait du corps des officiers de marine, qu'il n'a jamais compris. Il l'épura en se passant des officiers les plus médiocres et promus trop rapidement et indûment pendant les guerres révolutionnaires. Face au déficit en officiers, conséquence de cette manœuvre, le premier consul, qui voulait représenter le retour à la stabilité après le chaos révolutionnaire,
et était le promoteur d'une nécessaire réconciliation nationale, accorda une amnistie aux anciens officiers émigrés, aux nobles qui avaient fui la marine entre 1791 et 1792. Et Dieu sait qu'il y en a eu pas mal, puisque dans les ports, l'indiscipline régnait. Alors toutefois, ils étaient repris, ces nobles, sous réserve qu'ils n'aient pas pris les armes contre la France pendant leur séjour à l'étranger. Bon, le bilan de cette manœuvre de réintégration des émigrés dans la marine fut très mitigé, et le déficit en officiers perdura. Voilà. Alors dans cette situation peu favorable, l'obsession du premier consul était l'Angleterre, naturellement, et son invasion. Donc nous allons parler de la flottille de Boulogne et de ses bataillons, puis de ses équipages. Une flottille fut constituée une première fois le 3 mars 1801. À défaut de pouvoir armer d'autres bâtiments, il s'agissait, par le nombre important de ces petits bâtiments basés de Flessingue au Morbihan, répartis en 12 divisions et menaçant les côtes anglaises, de fixer suffisamment de bâtiments de la Royal Navy en Manche pour faciliter le ravitaillement des forces françaises restées en Égypte. Au-delà de cet objectif, la mission de cette première flottille était initialement assez mal définie, même si le projet d'invasion de la Grande-Bretagne était dans les esprits. D'ailleurs, l'amiral Latouche-Tréville, qui en fut le premier commandant, présenta un plan de débarquement au premier consul en juin 1801. Mais il importe de préciser que cette flottille légère, la poussière navale en quelque sorte, ne suscitait que peu l'assentiment des officiers de marine, mis à part son commandant que j'ai cité, Latouche-Tréville. Ces officiers généraux de la marine ne croyaient guère à l'efficacité opérationnelle de cette poussière navale, et il faut reconnaître que la flottille absorba énormément de ressources qui auraient pu être mieux exploitées par la construction de frégates ou de vaisseaux. La flottille eut à combattre une fois, le 16 août 1801, au large de Boulogne, contre des bâtiments légers, sous le commandement du célèbre amiral Nelson, qui, cette fois, eut à connaître l'échec. Alors la flottille fut bien sûr mise en sommeil pendant la paix d'Amiens, mais sa reconstitution fut décidée à la reprise des hostilités contre l'Angleterre, suivant des modalités définies par l'arrêté du 11 mars 1803, qui avait des objectifs bien plus ambitieux qu'en 1801. 2 flottilles, la première à Dunkerque de 420 vaisseaux, la seconde à Cherbourg de 100 bateaux, devaient être parées pour le 25 septembre 1805. Et cet objectif serait même porté la même année, en août, à 2008 bâtiments. Le conseiller d'État Forfait, qui était un ancien ministre de la Marine, fut chargé de sa montée en puissance sur le plan matériel en tant qu'inspecteur général de la flottille nationale. Et donc dans cette évolution, Boulogne restait le barycentre de la construction de la flottille nationale. En définitive, en août 1805, lorsque l'objectif stratégique de l'empereur changea, puisqu'il dut alors partir en campagne contre l'Autriche, la flottille était armée en théorie par 16 783 marins pour être capable de transporter avec 2365 bateaux de faible tonnage, des chaloupes canonnières, des bateaux canonniers, des bateaux de pêche armés, 160 000 hommes et près de 10 000 chevaux vers les côtes anglaises. C'est énorme. Alors plus de 16 000 marins armaient la flottille. Donc c'était un effectif nécessité par une organisation spécifique. Et ces 16 000 marins furent d'abord répartis en 24 équipages de flottille, puis après le départ de la Grande Armée vers l'Allemagne, 15 bataillons suivant une organisation très terrienne décidée personnellement par l'empereur. Et j'insiste sur cette organisation très terrienne, parce que c'est une caractéristique que vous allez retrouver dans d'autres corps de la marine. Si les moyens comme les effectifs de la flottille furent alors notablement réduits, parce qu'il fallait d'abord aller battre les Autrichiens, l'invasion de l'Angleterre restait un projet de moyen terme dans l'esprit de l'empereur. La menace de cette flottille devait au moins imposer à la perfide Albion
le maintien sur son sol d'une force parée à faire face à toute éventualité de débarquement. Après la fin août 1805, certains bataillons furent donc maintenus à Boulogne pour la garde et la conservation de la flottille. Flottille d'ailleurs qui se dégrada très vite. C'était des bateaux qui ont été construits à la va-vite, généralement avec des bois qui n'avaient pas vieilli suffisamment, donc qui jouaient énormément, ils n'étaient plus étanches, enfin c'était une vraie catastrophe. Après la fin, donc, ils restèrent à Boulogne pour certains, d'autres furent répartis sur les côtes de l'Empire où ils allèrent armer de petits bâtiments, des corvettes, des briques, des galiotes, des canonnières, des bateaux canonniers, des péniches, des cotres, des gabarres, des flûtes. Mais l'organisation en bataillon restait mal admise par la marine dans son ensemble. Bon, cependant, l'empereur l'avait décidé. Donc la marine était aux ordres. Donc il n'y a eu rien à faire. Et l'empereur persista. Des bataillons de flottille, il allait en faire des régiments. Des régiments dans la marine, c'était vraiment une nouveauté. Je ne parle pas des troupes de la marine, je parle vraiment des marins. Fin 1806, il existait ainsi 4 régiments français de flottille et un régiment hollandais. Ces dispositions très militaires satisfaisaient le maréchal Brune, qui était général en chef de l'armée du camp de Boulogne et de l'armée des côtes de l'océan. On peut comprendre que cet officier général de l'armée fut satisfait car chaque régiment sous les armes possédait 2 bataillons de 10 compagnies, dont une de grenadiers, une de voltigeurs et 8 fusiliers, soit une vraie organisation de corps d'infanterie pour des marins. Autrement dit, une ineptie. Cependant, en 1805, en réalité, la flottille impériale avait vécu, comme je vous l'ai dit, les bâtiments se sont dégradés très très vite. Le ministre de Cresse se rendait bien compte de l'inefficacité de cette organisation. Surtout, un point important, les jeunes officiers qui servaient à la flottille étaient rares à avoir exercé leur métier de marin à la mer. De Cresse chercha donc à en diminuer le nombre dans les corps de troupes constitués, mais loin de proposer le retour dans la marine, dont les escadres étaient bloquées dans les ports, après le désastre de Trafalgar, puisque la Royal Navy maintenait des croisières devant les ports pour bloquer la flotte française, eh bien De Cresse suggéra le renvoi dans la Grande Armée. Voilà une idée qu'elle était bonne, alors que ces gens devaient naviguer pour devenir de vrais marins. Quoi qu'il en soit, toutes ces dispositions n'eurent qu'une faible longévité, puisque le 2 mars 1808, dans le cadre de la création de 50 bataillons de la marine impériale, on y reviendra, 5 furent constitués immédiatement à Boulogne, en remplacement des 3 régiments de flottille qui y étaient encore. À terme, ce furent 10 bataillons de flottille qu'il fallut constituer à Boulogne. Mais la création des bataillons de flottille, qui devinrent équipage de flottille en 1810, il y en eut 19 en tout, était désormais enfin motivée par le désir de réorienter les hommes vers le service maritime. Ouf! Donc la protection des côtes occidentales de l'Empire, du Zuiderzée à l'Espagne, est désormais au détriment de l'infanterie. Enfin, pourrait-on dire. Pour autant, l'empereur souhaitait maintenir l'Angleterre sous la menace d'un débarquement. C'est ce que montrent d'ailleurs des courriers qu'il échange avec son ministre en 1810 et 1811. Du fait de leur nouvelle mission, alors que le camp de Boulogne avait été supprimé en 1813, les équipages de flottille ne furent dissous administrativement que le 30 juin 1814. Donc vous avez un aperçu ici des tenues qui étaient adoptées pour ces marins des flottilles, avec notamment l'adoption du shako. Shako qui a été adopté par toute l'infanterie française après l'infanterie légère en 1806, si mes souvenirs sont bons. Donc nous avions là des marins fantassins. Voyons maintenant comment la grande manœuvre pour envahir l'Angleterre conduisit à Trafalgar. Alors si en août 1805 l'empereur dut se détourner de l'objectif des côtes anglaises, ce fut néanmoins ce dernier qui amena le désastre de Trafalgar. Oui, Napoléon porte une lourde responsabilité en la matière, j'ose l'affirmer. L'amiral et historien Rémy Monac dit, je cite, en parlant de l'empereur, « Sa volonté et son imagination lui font adopter, au gré des circonstances, des dispositions nouvelles
qu'il traduit aussitôt en ordre comminatoire pour son ministre de la Marine et ses amiraux. Nulle continuité logique dans les directives de l'empereur, mais une série d'impulsions souvent contradictoires et toujours impérieuses. Les contraintes inhérentes au milieu maritime ne sont pas prises en compte et les possibilités de l'ennemi sont largement sous-estimées. Mais tout doit plier devant la volonté du souverain. Fin de citation. À ces directives stratégiques de Napoléon, ignorant qu'une escadre ne se dirige pas comme un corps d'armée, et à l'infériorité intrinsèque de la marine française par rapport à la Royal Navy, il faut ajouter, je vous l'accorde cependant, l'indécision de certains amiraux pour expliquer les nombreux échecs de la marine impériale. Pour envahir l'Angleterre avec de bonnes chances de succès, alors que sur le papier les flottes françaises et de leur allié espagnol étaient globalement en infériorité, il fallait que la flottille de Boulogne puisse franchir en sécurité le Pas-de-Calais. Il était donc nécessaire d'opérer une diversion pour emmener loin de la Manche et du Pas-de-Calais une partie de la flotte anglaise et parallèlement opérer la concentration des bâtiments des envahisseurs français pour leur obtenir sur place la supériorité sur la flotte anglaise résiduelle sur le théâtre. Donc au début de 1805, les escadres de Missiessy venant de Rochefort, de Villeneuve venant de Toulon, lequel devait passer à Cadix pour récupérer une partie de l'escadre espagnole, et de Ganthaume venant de Brest, devaient toutes se diriger vers les Antilles pour y opérer leur concentration. La flotte ainsi constituée devait être placée sous le commandement de Ganthaume venant de Brest. Mais celui-ci, qui avait été bloqué à Brest un certain temps par une escadre anglaise, il n'apparut pas avant la date limite qui avait été fixée à Villeneuve pour son retour vers l'Europe. L'escadre de ce dernier, complétée de celle de l'amiral espagnol Gravina et de quelques bâtiments de Rochefort, fit donc route en juin vers l'Europe. Donc elle ne put être renforcée par l'escadre de Ganthaume. Villeneuve rencontra le 22 juillet l'escadre de l'amiral Calder au large du cap Finistère lors de la bataille dite des 15-20, qui fut une bataille non décisive au cours de laquelle les Franco-Espagnols perdirent 2 vaisseaux, mais conservèrent néanmoins la maîtrise de la mer puisque les Anglais choisirent de se retirer. Après cette bataille, Villeneuve se rendit au Ferrol, puis à la Corogne et enfin à Cadix. Mais toute surprise ou diversion en vue de la descente contre l'Angleterre était désormais compromise. De nouvelles instructions de l'empereur enjoignirent le 16 juillet à Villeneuve de se rallier l'escadre de Rochefort et ou de Brest, de faire le tour des îles britanniques par le nord pour récupérer l'escadre hollandaise du Texel et se rendre ainsi maître du Pas-de-Calais pour que la flottille puisse effectuer sa traversée. Cependant, en dépit de sorties ponctuelles, les escadres françaises étaient de fait toutes bloquées dans les ports par les escadres anglaises, y compris celle de Villeneuve qui va agir à Trafalgar. La situation de l'escadre de Villeneuve, qui avait plus de vaisseaux que Collingwood, qui le bloquait devant Cadix, devint insupportable pour l'empereur. Ce dernier considérait que l'amiral français était un couard. Alors même qu'il avait décidé de différer l'invasion de l'Angleterre pour se tourner vers l'Autriche, par des écrits pleins de reproches, il incita Villeneuve à appareiller coûte que coûte et décida en parallèle de le relever de son commandement. Piqué au vif, l'amiral français fit appareiller la flotte franco-espagnole le 20 octobre, avant l'arrivée de son successeur désigné. Elle rencontra l'escadre de Nelson le lendemain, et on sait ce qu'il advint. L'intrépidité de Nelson, sa connivence avec ses commandants, le nombre supérieur de vaisseaux anglais à 3 ponts, donc avec plus de canons, et l'efficacité des canonniers anglais firent la différence. Ce fut la dernière bataille d'escadre de l'époque napoléonienne. Aussi, que restait-il pour la marine impériale? Eh bien, des croisières contre le commerce anglais, qui allait se substituer à la guerre d'escadre.
Les vaisseaux qui avaient échappé à la destruction lors des batailles de 1805 étaient de fait bloqués dans les ports de guerre français, espagnols et hollandais. La Royal Navy entretenait sans cesse leur surveillance, soit par des forces considérées respectables, en ôtant aux amiraux toute velléité de sortie, soit en Manche-Mer du Nord, avec des forces relativement légères, mais aptes à appeler rapidement à la rescousse les escadres anglaises qui étaient en relâche en Angleterre. En plus de la surveillance des ports de guerre, les Anglais appliquèrent un blocus des côtes sous domination française, réponse au blocus continental décrété par Napoléon. Et les Anglais s'appliquèrent à affaiblir le lien entre la France et ses colonies, aux Antilles et en océan Indien. Dans ces conditions, la seule possibilité de réplique du faible, la marine française au fort, la marine anglaise, en plus de l'emploi des corsaires, était celui de l'emploi des forces légères, divisions de frégates, corvettes et briques, ou de bâtiments isolés aptes par leur manœuvrabilité et leur connaissance du littoral français à déjouer la surveillance des forces anglaises devant les ports français. Aux Antilles, avant Trafalgar, le consulat avait réprimé les volontés autonomistes de Toussaint Louverture à Saint-Domingue, en profitant de la paix d'Amiens, qui rendait la mer plus sûre par une très forte expédition vers cette île en décembre 1801, mettant en œuvre, tout de même à l'époque, 33 vaisseaux de ligne et 21 frégates françaises et espagnoles, emportant 31 000 hommes. Puis, ils ont dû envoyer de nouveaux renforts en 1802. Et l'autorité de la métropole put être rétablie. Cependant, l'armée française fut décimée, comme vous le savez, par la maladie, et elle ne put faire face à une nouvelle révolte consécutive à l'annonce du rétablissement de l'esclavage, et la partie occidentale de l'île dut être quittée en décembre 1803. Avec le retour de la guerre contre l'Angleterre, la situation des dernières îles françaises devint très compliquée. Le commerce, comme le renforcement et le ravitaillement de leurs garnisons, étaient rendus difficiles du fait de la suprématie maritime anglaise. Ainsi, la Martinique fut prise en février 1809, lors d'une opération amphibie anglaise à laquelle le gouverneur, l'amiral Villaret de Joyeuse, ne put résister. La Guadeloupe succomba quant à elle en février 1810. En océan Indien, la marine impériale fit naviguer de nombreuses frégates pour maintenir le lien avec les îles françaises et courir sus au commerce des Indes, en complément de la course opérée par les corsaires. La marine impériale connut en océan Indien quelques succès, mais sans lendemain. Le plus notable est toutefois la bataille navale de Grand Port, au sud-est de l'île Maurice, au cours de laquelle, le 20 août 1810, une division, commandée par le capitaine de vaisseau Duperré, mit en déroute une division anglaise qui perdit ce jour-là 4 frégates. D'ailleurs, la bataille de Grand Port est inscrite sur l'Arc de Triomphe. Mais ces navigations en océan Indien, malheureusement, elles n'empêchèrent pas la perte de l'île Rodrigue, première étape de la conquête des îles Mascareignes par les Anglais, puis de l'île Bonaparte, c'était le nom de l'île de la Réunion, donc en juillet 1810, et enfin l'île de France, qu'on appelle aujourd'hui île Maurice, en décembre 1810. Et en 1811, relevant administrativement de l'île de France, les Seychelles seraient également perdues. Donc on perdit toutes les îles en océan Indien et les îles des Antilles. Au-delà de ces opérations secondaires, l'empereur souhaitait réorganiser la marine et la reconstruire avant et après Trafalgar. Alors on ne peut pas évoquer la marine de l'Empire sans parler d'une grande mesure d'organisation qui est celle de la création des préfets maritimes. Donc c'est une évolution majeure, un vrai bienfait pour l'administration de la marine de l'époque. D'ailleurs, les préfets maritimes existent toujours aujourd'hui. Après un questionnement du Conseil de la Marine sur la meilleure administration pouvant être donnée au port et une sorte de préfiguration à Alexandrie, il faut le savoir, pendant l'expédition d'Égypte, puis la réponse positive du Conseil d'État au sujet du projet élaboré, la réforme relative à l'organisation de la marine fut adoptée par le règlement du 7 Floréal en 8, 27 avril 1800.
Donc ça, c'est une date que la Marine nationale aujourd'hui retient, puisque une partie de son organisation tire sa source de ce règlement du 7 Floréal en 8. Alors ce règlement créait 6 arrondissements maritimes à l'époque, avec des chefs-lieux. Bon, pour le premier, c'était pas déterminé, mais ce serait Anvers. Le deuxième, Le Havre. Le troisième, Brest. Le quatrième, Lorient. Le cinquième, Rochefort. Et le sixième, Toulon. Et à ces arrondissements, il fallut ajouter le 6 juin 1805, le 7e, par suite de l'annexion de la République ligurienne par l'Empire. Et ce 7e arrondissement eut pour chef-lieu Gênes. Et au-delà, cette organisation fut étendue aux côtes de Toscane le 24 mai 1808 du fait de l'annexion de celle-ci, ce qui entraîna le transfert de la préfecture maritime de Gênes à la Spezia. Et il y eut plus tard 2 arrondissements supplémentaires, Anvers, quand Boulogne devint le chef-lieu de l'arrondissement qui était jusqu'à présent dirigé par Anvers, mais Anvers eut son propre arrondissement, et Amsterdam en 1810, et voire 3, puisqu'il y eut également, à partir de 1812, un arrondissement maritime avec un chef-lieu à Hambourg. Chaque arrondissement était dirigé par un préfet maritime. La nouveauté résidait dans leur autorité sur tous les marins et les services des ports pour plus d'efficacité, et au-delà, surtout, le système de l'inscription maritime de l'arrondissement. C'était vraiment un plus, parce que pendant la Révolution, outre les problèmes d'indiscipline, la Révolution, dans les ports, héritait quelque part du système en vigueur sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, dans un port, vous aviez grosso modo un commandant militaire qui était chargé de la protection du port, de l'autorité sur les militaires, etc. Et vous aviez un intendant. L'intendant, c'est lui qui avait la main sur tous les services d'administration et des constructions navales. Donc ça marchait pas bien. Et ça n'a pas bien marché, y compris sous la Révolution. Et l'Empire, pour cela, a eu ça a été une vraie plus-value. Après Trafalgar, l'intérêt de l'empereur se porta exclusivement sur les opérations des forces légères de la marine. On ne pouvait pas faire autrement. Mais la paix revenue sur le continent, sauf l'Espagne, de 1809 à 1812, il fixa des objectifs très ambitieux pour reconstruire des vaisseaux et revigorer ses escadres, qui étaient cependant toujours bloqués dans les ports. D'ailleurs, le fait d'être bloqué dans les ports posait des problèmes en matière d'entraînement au combat et d'instruction pour les jeunes marins, vous vous en doutez. En 1810, l'empereur avait de grands projets pour sa marine. Avec les nouvelles constructions et l'appoint des vaisseaux de Hollande et des royaumes d'Italie et de Naples, il pensait pouvoir aligner de 110 à 115 vaisseaux à la fin de 1812, après l'achèvement de la construction de 20 nouveaux bâtiments cette année-là. En 1811, il rectifia son objectif, 103 vaisseaux, 76 frégates pour 1813, tout en demandant de pousser le rythme de construction à 8 vaisseaux par an, alors que jusqu'alors, on n'en construisait que 6. Donc c'était un effort considérable. Mais à l'époque, on manquait de tout, là encore, de fournitures pour les vaisseaux. À titre d'exemple, une partie de l'étanchéité des vaisseaux était assurée par de l'étoupe qui était enfoncée entre les différentes lattes qui composent la coque, et tout cela aussi était regorgé de goudron, et les goudrons, ils viennent des États baltes, ils viennent de Baltique, et avec le blocus, ils n'arrivaient pas jusqu'à nos ports. Le port d'Anvers prit à cette époque une très grande importance, tout comme celui de Cherbourg, dont la digue du large fut achevée en 1813. Alors là, vous avez une vue du passage de l'empereur à Cherbourg en 1811, où en grande rade, la marine déploie ses moyens, c'est une sorte de revue navale. En 1810, l'empereur est également allé à Anvers avec l'impératrice Marie-Louise. Vous voyez d'ailleurs sur cette vue qui est en bas
Un marin particulier avec un superbe plumet sur son shako. On va y revenir. La force projetée par l'empereur aurait été considérable si les ressources financières, mais aussi humaines, avaient été au rendez-vous, sans compter les problèmes d'approvisionnement que j'ai mentionnés. Au bilan, en dépit de ses projets de reconstruction, la marine perdit 26 vaisseaux, 46 frégates et 66 autres bâtiments entre 1805 et 1815. Donc voilà, le déficit net de la marine impériale est de 26 vaisseaux, 46 frégates. Alors, voilà ces marins particuliers, les marins de la garde. Alors, œuvrant à la mer, les marins de l'empereur servirent également à terre. Et là, c'est là que je veux venir maintenant vous décrire un petit peu le système. Nous allons voir successivement avec les marins de la garde et les ouvriers militaires, ces marins qui contribuèrent parfois marginalement sur le plan des effectifs aux opérations de la Grande Armée. Alors d'abord, les marins de la garde. Marins détenteurs de savoir-faire maritime indispensable au sein de la Grande Armée, l'aide au franchissement des cours d'eau, se distinguant par une hiérarchie conforme à celle en vigueur à bord des vaisseaux, bien qu'on employât souvent les grades de l'armée pour les désigner. Par exemple, le capitaine de vaisseau Bast, qui est connu, le comte Bast, se faisait appeler colonel. Les marins de la garde constituèrent un anachronisme. Leur uniforme spécifique et prestigieux, vous le voyez ici, les faisait ressembler aux soldats des meilleurs régiments de l'armée, mais ça les éloigna des marins embarqués. D'ailleurs, dans la Grande Armée, on les surnommait les hussards de la marine, pour faire référence à leur uniforme, leur paletot à brandebourg. Pour autant, ce ne furent pas les seuls marins à ressembler en organisation et en uniforme aux soldats de la Grande Armée, comme on l'a vu avec les bataillons et les régiments de flottille. Les ouvriers de la marine, les marins des équipages de haut bord, allaient les accompagner dans cette tendance du pouvoir impérial à militariser les marins et les équipages. Ce n'est guère étonnant, s'agissant de décisions prises par Napoléon, qui appréhendait mal l'emploi de la marine, auquel il était cependant très attentif. La situation dans laquelle se trouvait la marine après Trafalgar en octobre 1805, puis le pays qui ne trouva la paix que lors de rares périodes, et son besoin insatiable de nouvelles troupes peuvent expliquer cette militarisation des corps de la marine. Alors, à l'origine des marins de la garde, il y eut la volonté du premier consul de constituer au sein de sa garde un corps particulier rompu à la manœuvre des chaloupes canonnières et placé à son service alors que se préparait à Boulogne la flottille destinée à envahir l'Angleterre. En fait, il s'agissait de transporter en sécurité le premier consul et son état-major. Bonaparte en exprima la volonté en 1803 à son ministre et qui fit préparer 7 équipages destinés à armer 7 péniches réparties entre Saint-Malo et Dunkerque. Comme ça laissait une certaine latitude à l'empereur pour déterminer le point du territoire national à partir duquel il allait embarquer vers l'Angleterre. À la suite de cette demande, le 17 septembre 1803 fut décidée la formation d'un bataillon de marins prenant la dénomination de bataillon des matelots de la garde consulaire. Le service de la future garde impériale fut réglé en juillet 1804. Pour les marins, le décret de ce jour précise que, je cite, « Lorsque l'empereur traverse une rivière ou qu'étant dans un port de mer il va se promener dans le port ou en rade, les marins de la garde impériale ont exclusivement la garde du bateau qui porte sa majesté. » Fin de citation. Après une participation aux campagnes d'Allemagne, d'Autriche, de Prusse, de Pologne, le hécatombe en Espagne, notamment à la bataille de Beilen, on retrouva le reste du bataillon des marins de la garde le 27 mars 1809. On le regroupa en un seul équipage, on l'attacha à la maison militaire de l'empereur, il comprenait alors 5 escouades et ne possédait en théorie que 148 hommes. L'effectif avait bien fondu. Cependant, l'empereur avait acquis une haute opinion des marins de la garde après les avoir côtoyés. Et il décida, en septembre 1810, d'augmenter l'effectif de l'équipage. Il devait être porté à 1136 hommes répartis en 8 compagnies. Donc 1136 marins d'élite, alors qu'on partait d'un effectif initial de 148.
Tout cela était compliqué, et l'effectif du nouveau bataillon dut être majoritairement apporté par une transformation des marins d'élite des vaisseaux à 3 ponts, les vaisseaux à 120 canons, les vaisseaux Austerlitz, Majestueux et Commerce de Paris, qui étaient les vaisseaux en fait amiraux des escadres. Donc les compagnies de marins de la garde furent d'abord affectées à bord de ces vaisseaux, puisqu'il n'y avait pas de campagne en cours, si ce n'est la poursuite des combats en Espagne. Alors pourquoi on affecta ces marins d'exception sur ces 3 vaisseaux amiraux? Sans doute parce que ces vaisseaux portaient le pavillon d'un officier général et qu'on estimait que la qualité des marins de la garde les destinait au service d'une haute autorité à la mer. De 1812 à 1814, les marins de la garde participèrent aux campagnes de Russie, de Saxe et de France. Bon, mais après la chute définitive du Premier Empire, la dissolution de l'équipage des marins de la garde fut prononcée le 10 août 1815. Louis XVIII ne voulait pas de marins dans sa garde royale. Dommage. Alors on évoque brièvement les ouvriers militaires. Voilà. Alors en 1803 par exemple, le consulat procéda à la levée de 2000 conscrits pour le service des arsenaux de la marine. Les conscrits étaient choisis principalement parmi les charpentiers de navires et de maisons au gré des besoins. Vous voyez, c'est trop petit, mais sur ce tableau, la Drôme devait fournir à la marine 12 charpentiers de maisons pour être capable de construire des vaisseaux dans les différents ports de l'Empire. Donc ces bataillons furent envoyés aux armées. Ils formèrent chacun un bataillon de guerre, comprendre d'infanterie. Vous voyez d'ailleurs leur uniforme avec le shako. Bon, ça ressemble beaucoup à un fantassin. Flottille, garde, ouvriers militaires. Bon, jusque-là, on pouvait considérer que les choix organisationnels de l'empereur n'étaient pas vraiment contestables, puisque finalement, c'était des corps de troupes qui étaient destinés à servir en partie à terre. Mais l'empereur décida d'organiser les équipages de vaisseaux également suivant un modèle analogue. Il fixa une organisation de la marine en équipage de haut bord. Alors, derrière ce terme, il y a des effectifs, il y a une constitution des équipages de bâtiments, en armement, puis ensuite de bâtiments qui sont armés pour prendre la mer. Mais la chose qui est bizarre, si vous vous rappelez des tailles des bâtiments, hein, sur les 120 canons, on était à 1078 hommes de mémoire, et sur les 74 à un peu plus de 600, on prévit 2 tailles d'équipage de haut bord, l'un de 908 marins. Pour un équipage de 1078, il fallait forcément qu'il y ait des compléments, et 699 marins pour les vaisseaux de 74 ou de 80 canons, ce n'était pas suffisant non plus. Donc cette organisation en équipage de haut bord continue à interroger. Voilà. Et puis une énorme aberration également de l'empereur. Vous voyez à gauche le premier uniforme des matelots défini en l'an 12, donc en 1804, donc qui correspond globalement à un marin, avec un chapeau de marin qui tenait relativement sur la tête et qui protégeait un minimum de la pluie grâce au rebord du chapeau. Mais en 1808, l'empereur décide de doter les marins embarqués du shako. Quelle ânerie! Alors, tout cela occasionna bien sûr une bronca des amiraux qui réussirent à obtenir en 1811 la suppression du shako. Ouf, on revint au chapeau de marin. Alors je voudrais terminer par ce paradoxe. Vous avez là le bilan globalement de la participation de la marine aux opérations à terre. S'agissant des marins de la garde, simultanément, à terre, on a pu compter au maximum 500 hommes. Bon, 500 hommes vis-à-vis de l'effectif d'un peu plus de 1000, bon, c'est pas honteux. Les ouvriers, avec jusqu'à 5 bataillons, ont eu à terre, pour les opérations, 2000 hommes
au maximum simultanément. Pour les flottilles, 4000 hommes au maximum simultanément. Et enfin, pour les équipages de haut bord, 1500 hommes. Essentiellement d'ailleurs pour défendre Flessingue et Anvers quand les ports hollandais ont été menacés après 1813. Ce qui signifie que, globalement, 6000 marins ont été susceptibles d'opérer à terre simultanément, alors que ces corps de la marine avaient été organisés suivant un modèle globalement de corps d'infanterie, et que la marine comptait 80 000 hommes. Donc 6000 marins ont pu opérer à terre simultanément, alors que la marine comptait 80 000 hommes. Ce qui conduit à dire que finalement la militarisation des équipages qui a été voulue par l'empereur, elle a contribué, oui, à quelques succès tactiques, mais elle n'a pas contribué à sauver le pays de l'invasion des Alliés. Voilà, j'en terminerai là. Je voulais bien insister sur ce point, hein, sur les choix de l'empereur en matière d'organisation de la marine. L'empereur a voulu organiser les différents équipages, les différents corps de la marine en corps d'infanterie. Mais, paradoxalement, finalement, ils n'ont pas été employés en tant que tels, puisque très peu de marins ont pu participer aux opérations, y compris pour sauver le pays de l'invasion en 1814. Voilà, pour en savoir plus sur ces marins de l'Empire, mais aussi de la Révolution et de la Restauration, donc j'ai écrit un livre. Vous avez également en bas les coordonnées de mon site internet, un site donc d'histoire maritime sur les périodes de l'Ancien Régime jusqu'à nos jours. Et je suis prêt à répondre à vos questions s'il y en a. Je précise que cette vue, ça représente l'assaut des marins de la Garde à Belen. Ils se sont fait décimer. Merci, amiral.